Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Dessous de la science. Bonjour Nicolas. Bonjour Floriane. Pour cette émission, nous aurons le plaisir de vous proposer un grand débat sur l'énergie du futur avec deux spécialistes et ce débat sera animé par vous, Nicolas. Ce sera l'occasion d'échanger sur les énergies de demain, comme les prochaines générations de nucléaire, ainsi que l'utilisation d'hydrogène. Mais avant ce débat riche en informations, comme vous allez le voir, nous reviendrons de façon classique sur une sélection d'actualités scientifiques. Je vous propose dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté et également de liker et de commenter cette vidéo. Ce sera excellent pour le référencement. Les Dessous de la science numéro 3, décollage immédiat. Et pour lancer cette émission, alors que nos vies sont bien moroses en ces temps de pandémie, je vous propose de nous focaliser sur 3 actualités scientifiques positives. Nicolas, la maladie de Charcot est connue du grand public puisqu'elle avait notamment touché le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking qui était donc atteint de cette maladie qui provoque une paralysie des jambes et des mains. Aucun traitement n'existe, mais cela pourrait bientôt changer, Nicolas. Effectivement, Floriane, puisque une équipe de chercheurs français, notamment composée de scientifiques du CNRS et de l'INSERM, a publié le 9 mars dernier un article dans la revue scientifique Nature. Alors, la maladie de Charcot est due à la surexpression d'une protéine produite par une molécule spécifique. Les chercheurs ont découvert d'autres molécules permettant la dégradation de cette protéine causant la maladie de Charcot. Cette méthode a permis à des souris atteintes de cette maladie de retrouver toute leur mobilité pendant plusieurs semaines. Le chemin est encore long jusqu'à la production d'un traitement adapté à l'humain totalement testé et validé, mais l'espoir est là. Alors, autre avancée de l'équipe française de chercheurs du CNRS et de l'INSERM, elle aussi publiée dans la revue Nature, c'est la microscopie par localisation, Nicolas. Oui, Floriane, alors encore une belle prouesse scientifique française. Grâce à l'injection de bulles microscopiques et d'une échographie de pointe, cette équipe de chercheurs a réussi à proposer des cartographies extrêmement précises des vaisseaux du cerveau. C'est une révolution de l'imagerie médicale et une belle promesse pour lutter contre les maladies neurodégénératives ou encore les ruptures d'anévrisme. Et puisque l'on parle de prouesse scientifique, Nicolas, vous avez pu vous entretenir avec l'un des co-créateurs d'une entreprise industrielle française qui révolutionne un secteur bien particulier, c'est celui de la photodécontamination. Et oui, Floriane, la décontamination par la lumière, et plus précisément par certains UV, est aujourd'hui bien connue. La décontamination des liquides transparents comme l'eau est facile à réaliser. Mais la décontamination des liquides non transparents, dits opaques, comme par exemple des jus de fruits, est beaucoup plus compliquée. Eh bien, une petite entreprise basée à Orléans propose une réponse performante à cette problématique, une solution qui séduit de nombreux industriels. Écoutons donc Christophe Joveniaux à ce sujet. BioSafeLight a été créé par Jean-Marie Mascarenhas et moi-même en 2017 pour porter le projet de la technologie ultraviolet combiné à un écoulement turbulent dans le but de décontaminer des liquides opaques. On va neutraliser la charge microbienne, donc des bactéries, des virus, qu'il y a dans des liquides alimentaires et qu'on ne souhaite pas absorber pour des raisons évidentes, sanitaires. On va les neutraliser grâce à de la lumière. Si on le faisait dans de l'eau, on pourrait mettre de la lumière dans un aquarium et puis la lumière traverserait tout le volume. Là, ce n'est pas transparent, donc on fait bouger le liquide pour que tour à tour, toutes les parties du liquide viennent au contact de la lumière. Un exemple d'une petite production de jus cru, de jus ultra frais, qui sont très tendance maintenant pour la santé, etc. Donc, on peut absorber maintenant, on peut manger boire de la nourriture vivante qui va avoir une bonne durée de conservation grâce à ce traitement.
l'artisan, on va dire ça comme ça, hein, va presser, que ce soit des pommes, des oranges, un mélange de jus vert, etc. Et au lieu de mettre en bouteille tout de suite, il va appliquer notre traitement avec une machine, d'accord? Et au lieu d'avoir une durée de conservation de 2-3 jours, il va avoir une durée de conservation de 3 à 5 semaines. Et l'ensemble des enzymes va rester vivant, donc on va manger ou boire de la nourriture vivante, comme si on venait de la cueillir dans le jardin et de la presser chez soi. Une entreprise française qui met la technique et la science au service de la qualité, voilà un excellent exemple à suivre. Pour finir cette partie actualité, direction l'île d'Anticythère, au large de laquelle a été retrouvée en 1901, dans une épave engloutie, une étrange machinerie très abîmée par les siècles et l'eau de mer. De nombreux chercheurs se sont posés des questions et se penchent encore sur cet étrange objet, Nicolas. Oui, effectivement, Floriane, ce trésor englouti, mystérieux et très abîmé a longtemps intrigué les experts. Cette machine, créée par les Grecs, a été immergée il y a plus de 2000 ans. Et cette machine d'Anticythère est considérée comme une merveille de complexité technologique. Alors on savait qu'elle visait à prévoir les mouvements lunaires et solaires, et notamment les éclipses. Et récemment, des chercheurs anglais ont annoncé qu'elle prévoyait également les mouvements de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Alors, les experts restent encore prudents, car si la complexité de cette machine est effectivement saisissante, il est encore compliqué de pouvoir affirmer de manière certaine quel était son but précis. La prochaine étape pour les scientifiques anglais, valider leur hypothèse en tentant de réaliser cette machine avec les moyens de nos lointains ancêtres. Alors notre prochaine étape à nous, Nicolas, c'est l'énergie de demain. Le tout premier numéro de cette émission a été consacré, vous vous en souvenez, à la comparaison entre plusieurs sources d'énergie d'aujourd'hui. On avait parlé du nucléaire, de l'éolien et du solaire, mais le sujet de l'énergie ne se restreint bien sûr pas à ces trois sujets. Alors quelles sont les alternatives aux énergies fossiles pour demain ? Que penser de la fusion, du thorium ou de l'hydrogène ? C'est tout l'objet du débat qui va constituer la deuxième partie de notre émission. Un échange entre deux experts animés par vous, Nicolas, on le disait en début de cette émission, sur un autre plateau, plus adapté à ce format. Alors je vous dis à très bientôt sur TV Liberté en ce qui me concerne. Et Nicolas, je vous laisse rejoindre le plateau où vous attendent vos deux invités. Merci Floriane et chers téléspectateurs, rendez-vous dans quelques instants. Dans le premier numéro des Dessous de la Science, nous avions longuement comparé trois sources d'énergie, le nucléaire, l'éolien et le solaire. Mais la question énergétique ne se limite pas à ces énergies d'aujourd'hui. L'énergie de demain est en effet une problématique particulièrement brûlante alors que le pic pétrolier pourrait bien déjà avoir eu lieu et que les contraintes écologiques et technologiques rendent complexe le remplacement des énergies fossiles. Et pour étudier ce sujet de l'énergie de demain, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux experts qui vont débattre et surtout échanger sur cette question capitale. Tout d'abord, Philippe Murer, économiste et spécialiste des questions écologiques. Bonjour Philippe Murer. Bonjour. Alors on est ravis de vous avoir avec nous. En 2014, vous aviez rédigé un ouvrage publié chez Fayard sur la transition énergétique. Et en 2020, vous avez écrit « Comment réussir la transition écologique, un défi passionnant » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Également à mes côtés, Jean-Luc Salanave, ingénieur, ancien industriel, entre autres ancien directeur des technologies d'Areva, enseignant à l'École centrale Paris et écologiste pro-nucléaire. Bonjour Jean-Luc Salanave. Bonjour. On est ravis d'avoir deux experts sur ce plateau pour aborder ce sujet. Les présentations sont faites. C'est donc l'heure d'entrer dans le vif du sujet. Alors, en introduction rapide de cet échange, une question aussi large qu'importante. Jean-Luc Salanave, je me tourne vers vous. Notre société actuelle est sans doute la plus riche et la plus avancée de l'histoire de l'humanité. Certainement, est-ce dû à la disponibilité d'une énergie abondante et peu chère ? Concrètement, un monde sans énergie fossile et sans alternative, sans la fameuse énergie de demain, ce monde-là est-il celui d'une décroissance forcée, voire même, on va être un peu caricatural, d'un retour à l'âge de pierre ? Voilà, il y a beaucoup de choses dans votre question. D'abord, vous posez la question de l'énergie. Est-ce que l'énergie, c'est indispensable ? Je dirais oui, c'est indispensable et on ne serait pas à ce niveau
de notre civilisation aujourd'hui, ce niveau de bien-être, ce niveau de qualité de vie, s'il n'y avait pas eu un certain nombre de découvertes dans le domaine de l'énergie. Alors c'est vrai qu'on a construit des pyramides avec de l'énergie humaine et animale, mais c'est quand on a commencé à exploiter le charbon, le pétrole et le gaz qu'on a vraiment commencé à construire des objets beaucoup plus sophistiqués et qu'on a amélioré la qualité de vie de l'humanité. Et du coup, dans un monde de demain sans énergie fossile, une fois passés les différents pics, si on n'a pas d'énergie alternative, est-ce qu'on va vers la décroissance ? Ça, c'est une autre question. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que sans énergie, il n'y a pas de civilisation. Donc il y a effectivement deux familles qui s'affrontent un petit peu, ceux qui préconisent qu'il faudra décroître. Moi, j'en fais pas partie. Je pense que la croissance est possible à deux conditions. À condition que les énergies qu'on va utiliser pour remplacer ces énergies qui sont aujourd'hui problématiques par rapport au climat notamment et au CO2, à condition que les énergies de remplacement, alternatives, soient durables, c'est-à-dire qu'elles n'empiètent pas trop sur les ressources de la planète, en tout cas que ces ressources ne soient pas à un horizon trop court pour qu'on ne fasse que repousser l'échéance. Et deuxième point, qui permettra, à mon avis, de continuer une certaine croissance, c'est d'utiliser des énergies qui sont renouvelables. Chaque fois qu'on est capable de renouveler, de réutiliser, on peut progresser et on peut avancer dans cette... Je ne sais pas s'il faut appeler ça croissance, ça me gêne de parler de croissance. Mais en tout cas, on me dit souvent que l'énergie la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Je m'inscris en faux. Bien sûr qu'il ne faut pas gaspiller, ouais. Mais aller dire à des pays en voie de développement, à des Africains, à des Népalais, qu'il faut qu'ils arrêtent de consommer de l'énergie, c'est pas l'avenir que j'imagine pour mes enfants et mes petits-enfants. Et je pense qu'il y a des solutions, on va en parler sûrement. C'est effectivement le sujet. Philippe Murer, sur cette question, est-ce que finalement, le monde de demain sans alternative aux énergies fossiles, est-ce que c'est le retour à l'âge de pierre ? Oui, c'est un effondrement économique, un effondrement potentiel de la civilisation. Parce que, comme le dit très bien M. Salnave, en fait, dans ce cas-là, comment on va se déplacer ? Si on n'a plus d'essence, plus d'énergie pour se déplacer. En plus, les structures des villes sont grandes. On ne va pas pouvoir se déplacer à pied dans Paris et l'Île-de-France ou à Lyon, dans les grandes villes. Comment on va pouvoir se chauffer aussi, ce qui nous permet de survivre en hiver. Comment on va pouvoir fabriquer des objets industriels et même se soigner, puisque les techniques médicales utilisent aussi de l'énergie. Monsieur Jancovici, qui est le spécialiste des analyses sur la transition énergétique, montrait d'ailleurs que, sur un petit coin de table, il faisait un petit calcul, il montrait qu'un litre d'essence qu'on paye 1,40 € en France, à peu près, en fait, équivaut à 2 jours de travail d'homme en termes d'énergie. Donc voilà, tout le monde peut se payer en France 1 litre d'essence par jour, ouais. C'est 40 € dans le mois. Eh bien, c'est gigantesque. C'est comme il le disait de façon caricaturale, c'est comme si vous aviez 2 esclaves à votre disposition. Oui. Et donc, ça augmente la qualité de vie. Alors, le pic pétrolier, vous en parlez. Ouais. Effectivement, ça pose un problème majeur parce qu'en fait, il y a pas loin de 40% de l'énergie mondiale qui est le pétrole, en fait. Qui est le pétrole. C'est beaucoup, beaucoup plus important qu'en France. Et le problème du pic pétrolier, c'est qu'effectivement, il va arriver à un moment donné. Alors selon certains, ça a même déjà eu lieu, en tout cas sur le pétrole conventionnel. Exactement. Alors vous avez tout à fait raison. Sur le pétrole conventionnel, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça fait 13 ans que le pétrole conventionnel est stable. On augmente en fait notre consommation de pétrole, mais uniquement avec du pétrole de schiste, du pétrole bitumineux ou du pétrole de mer très profonde. Alors, c'est vrai que si le pétrole conventionnel était abondant, les compagnies pétrolières iraient chercher du pétrole conventionnel moins cher plutôt que d'aller chercher à 1000 mètres de profondeur sous la mer ou du schiste bitumineux. Donc il y a un souci, on approche. Un article très intéressant, et j'en joins aux téléspectateurs à aller le voir, sur le journal économique belge l'Echo, l'écho.be, en fait, qui s'appelle Pic pétrolier, on y revient. Et là, c'est des gens très sérieux, c'est des gens qui viennent de l'industrie pétrolière, qui ont vécu de l'industrie pétrolière, donc des directeurs d'exploration de grandes compagnies pétrolières, des directeurs de Technip, des gens qui ont travaillé à l'Institut français du pétrole et à l'AIE qui disent « Attention, on a un problème de pétrole qui arrive de pic pétrolier. Est-ce que c'est à 5 ans, 10 ans, 15 ans ?» Mais le sujet, c'est qu'il faut se préparer très vite. Parce que la politique énergétique, ça se fait à l'horizon de 20 ans. C'est pas demain qu'on va dire « Tiens, on abandonne le pétrole et puis en 2022, on n'a plus besoin de pétrole. » Donc, il va falloir beaucoup de temps pour le faire, 10, 15 ans, 20 ans. Et si le pétrole, on arrive au pic pétrolier, c'est pas pour faire peur, mais à ce moment-là, forcément, ça veut dire qu'il faudra faire baisser la consommation de pétrole dans le monde par les prix,
les prix feront baisser puisque la production baissera. Et à partir de ce moment-là, c'est non seulement une explosion du pétrole, mais aussi du gaz et du charbon. Et en fait, on aura un prix du pétrole probablement autour de $300, vraiment à la louche. Okay. Et ça veut dire une baisse de la consommation, donc une baisse du PIB et des problèmes économiques et sociaux en chaîne vraiment très très importants. Et donc il faut aller vers des énergies renouvelables, vers le nucléaire aussi qui nous permet de repousser les problèmes d'énergie jusqu'à ce que la fusion, je crois qu'on en parlera dans l'énoncé, jusqu'à la fusion nous permette d'avoir une énergie quasi infinie, entre guillemets. Voilà, okay. Et voilà le sujet. Ce que je note, c'est qu'il faut trouver une alternative aux énergies fossiles, hein, c'est un impératif pour le monde de demain. Et dans cet échange, justement, entre vous deux, Philippe Murer et Jean-Luc Salanave, eh bien, nous allons nous intéresser à cette énergie de demain. Alors, nucléaire, fusion, hydrogène, on va essayer de balayer le plus de sujets possibles. On va commencer par le nucléaire actuel, hein, c'est le sujet, on parlera après de la fusion, etc. Philippe Murer, moi j'ai une question. Et si finalement l'énergie de demain, elle n'était pas déjà là avec le nucléaire ? Oui, déjà là en France, grâce à un grand plan fait par l'État stratège français, donc l'inverse du système économique actuel qui est pas d'intervention de l'État, qui a permis, c'est des montants gigantesques qui ont été mis, hein, c'est 200, selon le rapport de la Cour des comptes, c'est 180 milliards d'euros exactement d'argent équivalent d'euros, équivalent 2011, qui ont été mis pour construire, d'abord pour faire de la recherche et développement, beaucoup de recherche et développement, sur du long terme et construire petit à petit toute la production nucléaire française. On est passé de 90% d'énergie fossile dans l'électricité en France dans les années 70 à aujourd'hui 8% d'énergie fossile, pratiquement tout en nucléaire et en hydraulique, quoi. Donc, selon vous, le nucléaire est déjà une partie de la solution pour le monde de demain. Jean-Luc Salanave, moi je me tourne vers vous. Est-ce que vous partagez un petit peu ce constat ? Oui, je partage le constat. Si je peux me permettre une remarque quand même, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport aux 180 milliards que vous citez, ces 180 milliards, ils n'ont pas été pris dans la poche des contribuables sous forme de taxes, comme c'est le cas aujourd'hui avec le photovoltaïque et l'éolien. Ça a été entièrement financé, on est bien d'accord, sur des fonds propres de l'entreprise et sur des emprunts industriels qui ont été remboursés et qui ont été répercutés dans le prix de l'énergie, sans que ça nous empêche de payer le kilowattheure le moins cher d'Europe, malgré ce coût faramineux, mais qui n'est pas si faramineux que ça quand on compare à ce qu'on est en train de dépenser aujourd'hui pour ces sortes de caprices de pays riches, c'est comme ça que je les appelle, que sont le photovoltaïque et l'éolien, qui sont les énergies, qui sont des énergies intermittentes, qui ne sont pas forcément les meilleures. Il y a d'autres énergies renouvelables qu'il faudrait absolument développer, et on va sûrement en parler. En tout cas, je note que, évidemment, vous êtes un défenseur du nucléaire. Maintenant, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et vous poser une question. Alors, il faut répondre rapidement parce qu'on ne va pas faire l'émission dessus, mais il y a quand même des grosses inquiétudes sur la question des déchets nucléaires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'en inquiètent ? Je peux vous le préciser, ça c'est un chiffre que tout le monde devrait avoir en tête, qu'on devrait enseigner à l'école. Dans ce pays où l'électricité nucléaire représente les 3/4 de l'électricité, la quantité fissionnée par Français et par an est de 1 gramme, c'est moins d'1 gramme. Et donc c'est ce gramme-là qui se transforme en produit de fission. Et donc on produit, chacun d'entre nous, moins d'1 gramme de ces fameux déchets, produits de fission très radioactifs. C'est pas qu'on n'en fait rien, j'espère qu'on en parlera, mais aujourd'hui on a un procédé qui est parfaitement au point, ils sont vitrifiés, ils ont une solution aujourd'hui qui pourrait être définitive, ils sont entreposés en surface à La Hague, on s'apprête demain à faire encore mieux, à les mettre à 500 mètres de profondeur. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ce sont des écologistes qui s'opposent à cette amélioration de ce traitement de ces déchets, mais vous avez raison de dire, c'est des quantités infimes. La quantité d'uranium dont on a besoin est minuscule, et donc la quantité de déchets dans lesquels se transforme cet uranium est minuscule aussi. Alors, c'est une question qui est quand même encore problématique, mais le futur du nucléaire va peut-être permettre d'améliorer encore, on va dire, la propreté de cette énergie, puisque on a la question des surgénérateurs. Donc le nucléaire, c'est pas seulement le nucléaire classique, les réacteurs classiques contemporains qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on appelle les surgénérateurs. Alors Jean-Luc Salanave, pouvez-vous nous expliquer succinctement, en étant très bref, ce qu'est un réacteur surgénérateur ? Alors pour être simple, d'abord il faut savoir que c'est pas une vision de l'esprit pour demain les surgénérateurs. Il y a eu dans ce pays déjà des millions de kilowattheures qui ont été produits grâce à un réacteur surgénérateur qui s'appelait Superphénix, qui a été arrêté lui aussi, pas pour des raisons techniques, mais pour des raisons d'idéologie politicienne. Poser une chose, d'après ce que j'ai vu, il a été attaqué à la roquette par un écologiste suisse.
Et on retrouve les éléments là-dessus. Et il y a eu des attaques dans les années 80, en fait, par des écologistes suisses qui ont tiré et qui ont dit, vous voyez, c'est dangereux, les gens peuvent attaquer à la roquette. Et avant de mourir, il a reconnu que lui-même, en fait, l'avait attaqué à la roquette. Ok, voilà. Bon, j'ai fait des petites recherches Drôle de dessus. méthode. Ouais. Bon, il y a aussi Greenpeace qui s'amuse à envoyer des petits drones sur les murs des réacteurs nucléaires. Ce qui est pour moins montrer- violent. Ce qui est moins violent. Mais bon, tout ça, ça fait sourire, effectivement. Mais pour revenir à votre question, demain, est-ce qu'il faut des surgénérateurs? Donc, ce que j'étais en Comment train ça de dire. fonctionne déjà? D'abord, comment ça fonctionne? Rapidement. Une réaction de fission, elle émet des neutrons. Et c'est des neutrons de haute énergie. Et il se trouve que à cette haute énergie, ces neutrons sont moins aptes à faire fissionner l'uranium 235, qui est le combustible nucléaire des réacteurs d'aujourd'hui, mais ils peuvent, ces neutrons rapides, aller fertiliser l'uranium 238 ou du thorium, on en parlera peut-être, pour transformer ces matières fertiles en matières fissiles. Il se trouve qu'il y a aujourd'hui un compromis économique qui fait que ce n'est pas ces réacteurs à neutrons rapides qu'on a utilisés, bien que le premier réacteur qui a été mis en service aux États-Unis, l'Experimental Breeder Reactor 1, EBR1, aux États-Unis dans les années 50, c'était un réacteur de ce type-là. Donc c'est quelque chose de parfaitement connu. Aujourd'hui, pardon ? C'est même très ancien pour le coup. Ah oui, c'est les premiers réacteurs auxquels on a pensé. Il se trouve qu'on s'est aperçu, les physiciens se sont aperçus qu'en ralentissant les neutrons, on était capable d'obtenir des meilleurs rendements et d'obtenir des réacteurs modérés. La modération, c'est consiste à ralentir les neutrons, qui, économiquement, permettent de produire un kilowattheure à un coût qui est 30-40% moins élevé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les réacteurs de la planète, pratiquement, sont des réacteurs modérés, des réacteurs à neutrons lents, soit pressurisés comme en France, soit bouillants, comme c'était le cas, par exemple, à Fukushima. Ok, donc là, sur la surgénération, Philippe Murat, est-ce que vous avez un avis? Déjà, on voit qu'il y a eu l'idéologie qui a fait fermer finalement déjà une... Oui, qui était une technologie d'avenir et en plus qui nous permettait peut-être de renouveler intelligemment notre parc nucléaire à l'avenir. Parce qu'il va falloir le renouveler, il a 35-40 ans, il va falloir le prolonger à 60 ans, ça c'est pas un sujet, hein. Il y a des réacteurs américains qui ont 60 ans qui fonctionnent, hein, déjà, au-dessus de 60 ans je crois même. Et donc c'était une solution d'avenir, c'était un prototype, donc c'était intéressant. Et je trouve ça effectivement totalement regrettable. Je crois que c'est Lionel Jospin qui l'a fermé, qui l'a fait fermer. C'est vraiment regrettable parce que c'était une possibilité. C'est pas le choix futur absolu, mais c'était ce que proposaient les scientifiques. Moi, ce qui me semble, c'est que le surgénérateur utilise mieux l'énergie de l'uranium. On utilise plus d'énergie de l'uranium dans un surgénérateur qu'on le fait dans des réacteurs classiques, c'est l'intérêt. Puis l'autre intérêt, oui, l'autre type, et moi je trouve qu'on devrait chercher dans cette piste-là, c'est les réacteurs au thorium, notamment les réacteurs en sel fondu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plusieurs intérêts. Déjà, on peut recycler les déchets nucléaires. Une partie des actinides qu'on a produits ailleurs, on peut le recycler d'après les travaux scientifiques que j'ai pu lire. L'autre intérêt, c'est que les réacteurs en sel fondu, le risque nucléaire en France est bien maîtrisé. Il n'y a pas eu d'accident en 40 ans. À l'heure actuelle, c'est très très sûr. C'est très sûr, même si ça se dégrade avec la privatisation et avec l'affaiblissement d'EDF que fait l'Union européenne. Ça, je le regrette personnellement. Il faudrait moins de sous-traitance, plus de gens en interne, plus de stabilité. Mais pour le moment, c'est très maîtrisé. Mais effectivement, le thorium, l'intérêt, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'accident, a priori, de fusion du cœur, si je ne dis pas de bêtises, dans les réacteurs en sel fondu, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, il est fertile et non fissile, comme vous le disiez, et donc il faut le bombarder par des neutrons pour le rendre fissile, et pour que la réaction s'enclenche et continue. Donc imaginez que vous ayez une catastrophe naturelle, l'électricité s'arrête, et bien à ce moment-là, automatiquement, vous avez ce phénomène de bombardement qui s'arrête dans un réacteur à sel fondu, et puis il y a aussi l'autre chose, c'est que les réacteurs en sel fondu sont conçus avec un bouchon réfrigéré, et donc le liquide s'écoule, le liquide radioactif s'écoule du circuit dans lequel il passe pour se mettre dans une cuve de récupération et stabiliser la centrale. Alors, c'est pas un point de vue technique que je défends là, c'est un point de vue politique, parce que c'est vrai que si on a des réacteurs encore beaucoup plus sûrs, il me semble, moi, que les réacteurs en thorium sont encore beaucoup plus sûrs que les autres réacteurs, et on a beaucoup de thorium, en fait, disponible pour alimenter des réacteurs. Notamment en Bretagne. Notamment en Bretagne, oui. Je crois qu'on en a pas mal en plus en stock, en ayant exploité des mines en France, on en a une grande quantité en stock. Et donc ça permet d'avoir, de faire accepter aux citoyens, qui sont quand même plutôt pro-nucléaires en France, mais de leur dire, voilà, vous voyez, on réduit encore le risque d'un facteur très important, donc ne vous inquiétez pas. Et ça me paraît politiquement intéressant de faire ça.
Je suis globalement d'accord avec M. Murer. Je voudrais dire deux choses. D'abord, avant de parler du thorium, si je peux revenir rapidement sur les surgénérateurs quand même, parce que pour que tout le monde ait bien compris l'intérêt des surgénérateurs, parce que je suis convaincu qu'il y en aura demain, je n'ai pas terminé l'explication tout à l'heure, mais l'avantage, c'est que ça permet, comme vous le dites, et pour le thorium, ce sera exactement la même chose, de transformer de la matière fertile en matière fissile. Et pourquoi on les appelle surgénérateurs? Parce qu'on peut régler la neutronique de ces réacteurs de telle façon que les matières fissiles consommées dans le réacteur sont compensées par les matières fissiles qui sont produites dans le réacteur par les neutrons rapides. D'où la surgénération. Et on peut même en produire un peu plus, c'est-à-dire qu'on peut produire plus de matières fissiles qu'on en consomme. C'est de l'énergie illimitée, quoi, en fait. C'est de l'énergie, je ne sais pas si on peut l'appeler renouvelable, mais en tout cas, c'est de l'énergie durable. Ouais. Et c'est ça le gros intérêt. Et si on regarde les ressources en uranium, alors de l'uranium, il y en a partout sur la planète, à la différence du gaz, du pétrole, etc., à la différence aussi des terres rares dont on a besoin pour les capteurs solaires, etc. De l'uranium, il y en a partout sur la planète. Mais aujourd'hui, si on conservait les réacteurs actuels, les réacteurs à neutrons lents, qui sont 99% des réacteurs de la planète, les ressources connues d'uranium représentent à peu près 100-120 ans de consommation au rythme actuel de consommation. Ce n'est pas exagérément grand. C'est demain, 120 ans, c'est demain. Surtout quand on construit des EPR qui ont une durée de vie prévue de 80 ans. Mais on utilise dans les réacteurs actuels que l'uranium-235 qui représente moins de 1% de l'uranium naturel qu'on trouve dans les mines d'uranium. Si on veut utiliser les 99% qui restent, effectivement, il faut utiliser des réacteurs surgénérateurs et ça permettra, pour vous donner simplement un chiffre, rien qu'avec l'uranium appauvri, qui aujourd'hui, certains, et notamment la ministre, considèrent que c'est un déchet, alors que c'est une matière hautement valorisable parce que c'est un combustible des futurs réacteurs surgénérateurs. Rien qu'avec les 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont aujourd'hui sur étagères parfaitement purifiées en France, on pourrait alimenter un système électrique comme celui de la France pendant plus de 1000 ans, probablement plusieurs millénaires. Donc voilà. Donc là, on est dans le renouvelable quasiment. Donc, alors, je vous laisse le mot renouvelable. On est en tout cas dans le durable et on est en tout cas dans le recyclable. Parce que le nucléaire, c'est une énergie recyclable. J'espère qu'on pourra en parler un petit peu. C'est ça l'objet aujourd'hui du retraitement, qui est une spécialité française que les Chinois sont en train de nous acheter. Qu'est-ce qu'on fait à l'usine de La Hague? Bien sûr, on sépare les fameux 1 gramme de produits de fission très dangereux par personne qu'on vitrifie et qu'on met de côté, mais on sépare surtout 96% de ce que d'autres pays appellent les déchets nucléaires. 96% de ce qui sort d'un réacteur nucléaire après avoir produit de l'électricité, ce n'est pas des déchets, c'est de l'uranium et du plutonium qu'on peut aujourd'hui transformer en combustible MOX et en combustible qui peut servir à fabriquer l'électricité civile. Ok, donc là on a vraiment, avec la surgénération, en fait on a possiblement, si le développement se fait, on a quelque chose qui peut être... On a un horizon qui permet de résoudre le problème du changement climatique et de faire bien d'autres choses. Indépendance énergétique, puisqu'on a 1000 ans de production d'électricité en France, juste avec ce qui est stocké sur les trajets en France. C'est vrai que les politiques aiment bien inciter ça, mais le problème d'indépendance énergétique, l'uranium, on en trouve partout. Aujourd'hui, les antinucléaires vous disent « Ah, mais vous le faites venir du Niger, du Kazakhstan, etc. » En France, on a exploité 170 mines d'uranium. Et si demain, on avait besoin de chercher de l'uranium, c'est vrai que là, on l'a pris, il coûtait pas cher, il faudrait payer un peu plus pour aller chercher. De l'uranium, il y en a partout sur la planète. Les Chinois qui croyaient ne pas en avoir, ils en ont cherché chez eux, ils en trouvent. J'aimerais dire un mot sur le thorium quand même, parce que ça, le thorium, c'est intéressant, moi qui suis scientifique. Une chose qu'il faut bien savoir sur le thorium, c'est que, d'abord, du thorium, c'est vrai, c'est une matière radioactive qu'on trouve aussi dans la croûte terrestre. Il y en a 3 fois plus que l'uranium sur la planète Terre. Mais le thorium 232 n'est pas une matière fissile. La seule matière fissile, le seul atome fissile sur cette planète Terre, c'est l'uranium 235. Donc on ne pourra pas créer un nucléaire basé sur du thorium sans utiliser le nucléaire actuel, l'uranium et l'uranium 235, et éventuellement le plutonium qu'on récupère des combustibles usés dans notre usine de La Hague. Pour lancer la réaction, c'est ça en fait? Oui, il faut le combustible, entre guillemets, parce que c'est pas une combustion qui se passe, c'est pas exactement ça, mais il faut qu'il y ait une matière fissile, une allumette qui produit des neutrons. Et ce sont ces neutrons qui vont après transformer le thorium en une matière extraordinaire qui est l'uranium 233. Il va falloir mettre
ces combustibles usés dans une usine de retraitement, séparer l'uranium 233 du thorium, et avec cet uranium 233, on pourra faire des combustibles extraordinaires, parce que cet uranium 233, il a des qualités qui sont parfois meilleures que l'uranium 235 et parfois meilleures que le plutonium 239. On peut l'utiliser pour des réacteurs du type actuel, à neutrons lents ou à neutrons rapides. Ce sera un troisième élément fissile. Je rappelle, l'uranium 235 naturel, le plutonium 239 qu'on fabrique aujourd'hui, c'est les hommes qui le fabriquent, ça n'existe plus sur cette planète, et l'uranium 233 qui n'existe pas sur cette planète, mais qu'on peut extraire des réacteurs à thorium. Moi, je vous avoue que je préfère directement qu'on fasse des réacteurs en sel fondu, si on peut les mettre en place. Les Chinois sont en train de faire un prototype, de démarrer un prototype en 2020 de réacteurs en sel fondu. Il y en a qui ont marché aux États-Unis, alors pas complètement, ils ont marché pendant 3 ans, des prototypes aussi, parce que l'intérêt, c'est effectivement de ne pas avoir à refroidir la centrale en cas de problème, en fait, en cas de problème de refroidissement. Parce que le problème du nucléaire, c'est le feu qui ne s'éteint jamais. Donc, il faut tout le temps le refroidir. Et c'est vrai que si on n'a pas ce problème du feu qui s'éteint jamais, on n'a pas à le refroidir, on n'a pas de risque de catastrophe. Le risque de catastrophe est réduit de façon absolument extrême. Ce que je dirais, pour aller dans votre sens, pour schématiser, une fusion de cœur avec un réacteur à sel fondu, ça ne peut pas arriver parce que le cœur est déjà fondu. Le combustible est déjà fondu. Mais, un petit bémol quand même, et là je ne veux pas rentrer dans une discussion de spécialistes, le principe de réacteur à sel fondu, ce n'est pas propre au thorium. On pourrait avoir des réacteurs à uranium, à plutonium, à sel fondu. Le sel fondu, c'est une autre technologie. Voilà. Ça fait partie des 6 ou 7 technologies de réacteurs de génération 4 qui verront peut-être le jour demain. Le sel fondu, il présente un certain nombre d'avantages, des inconvénients aussi. Bon, je rappelle que dans Super Phoenix, qui a été arrêté, le caloporteur, c'était aussi un sel fondu de sodium qui a défrayé la chronique parce que les antinucléaires ont dit si jamais ça rencontre de l'eau, ça va provoquer un incendie. Il y en a eu des incendies sur ce prototype de démarrage. Tout n'est pas rose donc le sel fondu, je ne dis pas que tout n'est pas rose. Il doit bien y avoir des avantages, parce que là, à vous entendre tous les deux, j'ai l'impression qu'on a quasiment résolu la question du... Non, mais le problème, dans la transition énergétique en général, c'est qu'on a toutes les techniques. Oui. Moi, c'est ce que je dis dans ce bouquin, ce que je disais dans le bouquin d'avant, déjà, c'était déjà vrai, mais on n'a pas la volonté politique. On n'a même pas l'intelligence politique. Dans le bouquin de 2014, je ne suis pas un génie, je veux dire, mais j'expliquais qu'il fallait absolument un vecteur de stockage et l'hydrogène. Les politiques français, à part quelques-uns, ne s'en sont pas du tout emparés, et en fait, au niveau mondial non plus. Il a fallu attendre des années pour que le Japon dise il faut de l'économie d'hydrogène, la Chine, et maintenant la France met 9 milliards, 6 ans après. Vous voyez, on a des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, on a un niveau très faible qui est un handicap d'ailleurs pour la recherche française, et qui ne travaille pas les sujets. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est aujourd'hui avec des politiques qui disent il faut supprimer le nucléaire, des politiques qui se disent écologistes, qui veulent sauver le climat, qui disent il faut supprimer le nucléaire, ce qui veut dire mettre du solaire et de l'éolien qui vont produire la moitié du temps. Donc mettre des centrales en backup, voilà, etc. Solaire et éolien la moitié du temps quand il y a du vent ou du soleil, mais par contre la nuit et sans vent, il n'y a rien. Donc il faut en backup, il faut aussi des centrales gaz et charbon à ce moment-là qui vont démarrer pour pallier cela. Et donc c'est plus d'émissions de CO2. Donc en fait, les écologistes... Plus de pollution diverses et variées d'ailleurs. Plus de pollution, mais c'est plus d'émissions de CO2. C'est-à-dire que les écologistes de ELV nous disent on veut moins d'émissions de CO2. Ouais. En fait, en supprimant le nucléaire, en mettant des énergies renouvelables couplées avec du gaz, parce que c'est une obligation de coupler avec du gaz ou du charbon, ils émettent plus de CO2. Ouais. D'ailleurs, RTE le dit lui-même, on va fermer les centrales nucléaires en France, puisque ce qui est prévu aujourd'hui. Donc il faudra construire des réacteurs au gaz pour faire du backup de l'éolien du solaire. C'est ce qu'ils font en Belgique, puisque la loi a été votée pour arrêter l'énergie nucléaire, et en même temps, ils ont voté une loi pour augmenter le nombre de centrales gaz. On pourrait émettre plus de CO2. Donc on a vraiment ce problème-là qui est fondamental, quoi. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Luc Savada, parce qu'effectivement, je répète un peu ma question, mais qui me paraît claire. Là, vous me parlez du manque de volonté politique, ce que je comprends complètement. Mais de l'autre, quand on vous écoute, il doit bien y avoir des inconvénients majeurs pour que les réacteurs à surgénérateur ou thorium, ou etc., ne soient pas plus poussés en termes de recherche, par exemple. Je vous l'ai dit, l'inconvénient principal, il est économique. Si, on sait très bien le faire depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, la France a arrêté, le président Macron a même arrêté le programme de développement qu'on avait au CEA, qui s'appelait Astrid,
qui permettait de nous maintenir au niveau de leader mondial. Aujourd'hui, tous les autres pays qui se lancent dans le nucléaire, ils font de la recherche dans le domaine des surgénérateurs. La Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis. Donc, ça me paraît hallucinant et vraiment, Mais la France a une absence de volonté politique et une absence d'intelligence politique, puisque vous voyez que, en fait, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait le responsable politique français? On parle de l'hydrogène, etc. Il fait rien. Ah, puis l'Allemagne est en train de faire de l'hydrogène, la Chine, elle est là depuis 2 ans. Ah, on court après, puis en plus, c'est pas pour mettre les montants énormes que va mettre la Chine et l'Allemagne, c'est pour mettre des montants 10 fois plus petits. Donc on a une absence d'intelligence politique, qu'on le voit là-dedans, une absence de vision à long terme, parce qu'on avait vu qu'on a beaucoup de réacteurs à remplacer, forcément en France, eh bien, il faut avoir des réacteurs de pouvoir choisir entre différents types de réacteurs et des réacteurs d'autres générations pour remplacer. Et on n'a pas préparé grand-chose là-dessus. Voilà, donc c'est un problème majeur. Alors moi, je voulais dire la différence que j'ai avec monsieur, c'est que moi, je suis d'accord pour le nucléaire. Par contre, je pense qu'il faut aussi des énergies éoliennes et solaires en même temps. Et je pense d'ailleurs qu'il faut un mix là-dessus. Effectivement, elles ne servent pas pour l'électricité qu'on va consommer, elles servent pour l'hydrogène, c'est-à-dire qu'elles ne servent à rien, elles sont très mal utilisées si on l'a fait pour l'électricité quotidienne. Par contre, on peut les utiliser pour produire de l'hydrogène, tout comme on peut utiliser de l'énergie nucléaire pour produire de l'hydrogène. Aujourd'hui, on parlera de l'hydrogène. Voilà. En tout cas, c'est important de le dire, mais on peut avoir un mix là-dessus qui est intéressant parce qu'elles sont pas chères non plus. Elles sont au même prix que le nucléaire ancien, donc elles sont pas chères, ça c'est clair. Elles ont d'autres problèmes, mais toutes les énergies ont un problème de toute manière. Si je peux réagir là-dessus, je finis juste et puis je vous laisse réagir. Le pétrole, effectivement, c'est la pollution dans les villes, c'est la rareté du pétrole qui arrive. Le gaz et le charbon, on a les mêmes problématiques. Le solaire, effectivement, ça prend de la place, mais il y a quand même, pour dire un mot sur le solaire, on a 5000 fois la consommation mondiale d'énergie qui tombe sous forme de rayonnement solaire sur la Terre. Donc en prendre une toute petite partie suffit. Après, il y a les problèmes techniques. Oui, l'éolien, problème écologique aussi, puisqu'on l'a vu dans le premier numéro des Dessous de la Science. Rien n'est parfait. Le photovoltaïque, il y a quand même des grosses on peut le recycler de matériaux. Mais on peut le recycler tout ça. Bon. Après, il y a tout un problématique. Et là, on est dans l'ultralibéralisme. C'est-à-dire que moi, je considère qu'il est complètement absurde, mais je suis sûr que les Français vont être d'accord avec moi. Il est absurde de dire, OK, on prend n'importe quel panneau solaire, même s'il a été mal fabriqué, avec énormément d'énergie pour le fabriquer, parce que certains sont 3 fois plus, ont nécessité 3 fois plus d'énergie à fabriquer que d'autres, parce que c'est des mauvais cycles, et qui ne sont pas recyclables. Il faut que tous les matériaux qu'on va prendre soit recyclés. Oui, c'est une grande partie de votre chapitre. C'est une grande partie de mon chapitre sur les métaux, parce qu'on va manquer de métaux sinon. Je veux dire, il y a un très bon bouquin dessus qui s'appelle « Quel futur pour les métaux ?» qui montre qu'on a une rareté de pas mal de métaux qui arrivent, et donc c'est un problème de soutenabilité, c'est pas que l'énergie, c'est aussi les métaux. Donc il faut tout recycler. De la même manière, c'est d'une absurdité totale. On construit des éoliennes avec des subventions d'ailleurs, enfin avec l'argent public qui garantit certaines choses, mais par contre, il n'y a aucune obligation de recycler tout le néodyme qui est à l'intérieur. Et de dire, et même recycler c'est la terre rare qui est à l'intérieur des aimants. Et toutes les matières qui sont à l'intérieur. Recycler toutes ces matières, et si on ne peut pas recycler le plastique, au moins on le brûle, on fait de l'énergie, il disparaît, il ne va pas polluer le sol. Vous voyez, donc on est dans une espèce d'absurdité qui fait faire beaucoup de bêtises, quoi. Alors, et justement, je suis pratiquement d'accord. Moi aussi, je ne suis pas opposé à l'éolien et au solaire. Moi, j'ai installé mon premier capteur solaire dans les années 70. D'accord. Et je me suis passionné pour le solaire comme tout le monde. Et effectivement, c'est une énergie qu'on appelle renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est la lumière qui nous vient du soleil. C'est pas les capteurs solaires, comme vous l'avez très bien dit, qu'on ne sait pas aujourd'hui recycler. Mais quand même, vous dites, il faut un petit peu de solaire et un peu d'éolien. Moi, je dis, oui, c'est indispensable dans les pays d'Afrique, dans un petit village africain qui n'est pas connecté au réseau, ou moi qui fais de la montagne, dans un refuge de montagne qui n'est pas connecté. Et là, effectivement, il y a une utilité. Mais en France, cette loi, cette triste loi de 2015... je suis contre la loi. Non, mais juste pour répondre par rapport à votre position, vous dites qu'il faut un peu de solaire et d'éolien. Du solaire thermique, oui, mais du solaire photovoltaïque, pourquoi? On est dans un pays où l'électricité est déjà décarbonée à plus de 90%. Ah non, mais c'est pour fabriquer de l'hydrogène, c'est pas pour fabriquer l'électricité. Donc c'est pas du tout pour l'électricité. Je vais vous répondre là-dessus, parce qu'on va en parler peut-être après, de l'hydrogène. Mais là, on a encore un sujet nucléaire. Mais quand même, pour terminer là-dessus, on est dans un pays où l'électricité est déjà décarbonée. Donc à quoi ça sert de développer l'éolien et le photovoltaïque pour fabriquer? Ils ne fabriquent que de l'électricité, malheureusement. Donc je dirais c'est hors sujet. L'éolien et le photovoltaïque sont hors sujet dans notre pays, ce qui n'est pas le cas en Allemagne quand ils remplacent de l'énergie charbon. Mais en France, alors là, moi je ne le vois pas comme ça, mais on le verra dans l'hydrogène. Après, et je vais vous donner la transition par rapport à l'hydrogène, mais
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on s'intéresse à l'hydrogène, et le président Macron, vous dites qu'il ne met pas beaucoup de sous, mais 7 milliards, pour moi, c'est une aberration. On pourrait construire un EPR avec 7 milliards. L'hydrogène, on en parle. Pourquoi? Uniquement parce qu'on s'aperçoit, tiens, que les capteurs photovoltaïques et les éoliennes sont intermittentes. Donc, ce serait bien de pouvoir stocker toute cette énergie qu'on produit en été pour pouvoir la consommer en hiver. Mais si vous prenez de l'hydraulique, de la géothermie ou du nucléaire, il n'y a pas besoin de stockage. Le stockage est terminé. Et l'hydrogène, je suis d'accord avec vous, il peut avoir un intérêt, mais à mon avis, le meilleur moyen pour produire de l'hydrogène, c'est des réacteurs nucléaires à haute température éventuellement, parce que c'est là qu'on aura les meilleurs rendements. Et bon, je vous laisse. Parce que là, on avance un petit peu, mais c'est pas grave, c'est passionné, c'est très bien. Simplement, on a quand même un dernier point à voir sur la partie future du nucléaire. C'est bien entendu la fusion. Alors rapidement, parce qu'on a déjà bien avancé dans l'émission. Mais quand on évoque donc le nucléaire, c'est un peu cette promesse de l'énergie du futur, hein, la fusion. En gros, avec une production qui serait propre et sécurisée. Par contre, on est sur des temps très longs de recherche. Philippe Murer, est-ce que pour vous, la fusion, rapidement, est-ce que c'est une solution intéressante? Un des grands scientifiques qui a travaillé sur la fusion disait tous les 50 ans, on dit que la fusion est dans 50 ans. Donc j'espère que là, on ne va pas se tromper en disant que la fusion est dans 50 ans. Je pense qu'on y approche probablement. Mais en fait, l'horizon se décale dans le temps. Franchement, pas d'idée, mais je pense qu'à 100 ans, on est à peu près certain d'avoir de la fusion. Mais ça vous paraît être une solution intéressante? Oui, c'est la solution, parce qu'avec, je crois qu'avec 100 kg de matière, on peut quasiment alimenter l'humanité en énergie. Parce que c'est E égale MC2, la fusion. La masse fois la vitesse de la lumière au carré. C'est pareil pour le nucléaire de fission. Hein. Oui, tout à fait. Si je peux me permettre, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je fais partie aussi des optimistes qui pensent qu'il suffit de mettre aujourd'hui les moyens pour qu'on y arrive. Moi, j'ai travaillé sur le programme européen de fusion pendant plusieurs années. D'abord, la fusion, c'est pas une vue de l'esprit, c'est l'énergie la plus répandue dans l'univers. Donc on sait que ça, si on essaie de la faire marcher, on la fera marcher. On a réussi sur tous les programmes de fusion qui précèdent ITER, à pratiquement résoudre tous les problèmes scientifiques. Il reste maintenant à construire une grosse machine de taille industrielle qui est ITER pour faire la démonstration finale. Mais l'idée, je précise pour les téléspectateurs, c'est de produire une chaleur extrêmement intense pour... Le nucléaire, il y a deux façons de produire de l'énergie nucléaire qui va chercher E égale MC2 dans les noyaux. Il y a la fission des noyaux lourds, donc on casse les noyaux d'uranium, de thorium ou de plutonium, ça produit de l'énergie. Ou alors, de l'autre côté de la table de Mendeleïev, pour tous les atomes qui sont plus légers que le fer, et notamment l'hydrogène et ses isotopes, pour obtenir de l'énergie, il ne faut pas les casser, au contraire, il faut les fusionner. Il faut les regrouper, en regrouper deux. Et donc, la fusion, c'est une énergie nucléaire, ce n'est pas une autre énergie très différente. Elle consistera à faire exactement ce qui se fait dans le Soleil, pas tout à fait exactement, mais à faire se rencontrer deux noyaux d'hydrogène. Ce ne sera pas l'hydrogène qu'on trouve dans l'eau, ce sera dans les premiers réacteurs du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène. Un des deux est d'ailleurs très radioactif, c'est pour ça que j'ai dit que ce sera quand même du nucléaire. Et en les faisant se rencontrer, ça produit une quantité énorme d'énergie, mais attention à ne pas se tromper d'ordre de grandeur, c'est le même ordre de grandeur que la fission. Une fission d'uranium, ça produit 200 millions d'électronvolts. Une fusion de deux atomes d'hydrogène, deutérium, tritium, c'est 17 millions d'électronvolts. Donc c'est le même ordre de grandeur. Ce sera, effectivement, c'est aussi concentré que le fameux gramme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que pourquoi je suis optimiste ? Parce qu'on a réussi, dans les expériences passées de fusion, à reproduire pratiquement les conditions terribles qui existent dans le Soleil. Quand j'ai travaillé dans les années 90 sur le programme du JET en Angleterre, on a obtenu des niveaux de température de 300 ou 400 millions de degrés. Ça vous parle peut-être pas, mais le cœur du Soleil n'est qu'à 15 millions de degrés. C'est-à-dire notre expérience, c'était le point le plus chaud du système solaire. On sait faire dans un tokamak. C'est impressionnant, c'est pas mal. Après, il faut arriver à le conserver longtemps. Voilà, donc ça c'est le deuxième défi. Donc là, il faut des champs magnétiques énormes avec des supraconducteurs. Aujourd'hui, la technologie existe. On sait, dans un plasma, faire courber les trajectoires pour que ça ne touche pas les parois, parce que ça, c'est un autre avantage de la fusion, c'est que si jamais le plasma touche les parois, pouf, ça s'arrête. Et à la différence de la fission actuelle, il n'y a pas des tonnes de matière dedans, il y a quelques grammes, il y aura quelques dizaines de grammes. Et donc, il n'y a aucun risque que ça dégénère. Et donc, les deux avantages de la fusion, c'est ça, c'est que le combustible, c'est l'hydrogène. Peut-être pas tout de suite l'hydrogène comme dans le Soleil, parce qu'on n'a pas les pressions énormes du Soleil. Et le deuxième avantage, c'est que
quand on fait fusionner 2 atomes de deutérium et tritium, ça se transforme en hélium. Et l'hélium, à la différence des produits de fission actuels, c'est un gaz rare, inerte, pas radioactif, qu'on peut relâcher dans la nature. Donc ça sera plutôt propre pour le coup. Un peu plus propre, mais le tokamak, lui, il sera hautement radioactif aussi. Okay. Donc je dis, il sera hautement radioactif. D'après ce que je sais, c'est parce qu'en fait, il y a d'une telle violence que les atomes, ça crée de la radioactivité. Les neutrons, en fait, il y a des neutrons tellement rapides qu'ils arrachent. Comme dans un réacteur nucléaire. Ouais, alors du coup, on dit que la fusion, en termes commerciaux, ça arrivera dans 100 ans. Est-ce que ça vous paraît... Vous disiez que vous étiez optimiste. Est-ce que 100 ans, ça vous paraît un bel horizon? Moi, ma position, vu ce que j'ai vu en tant que scientifique, parce que j'ai travaillé sur des programmes de recherche, je suis persuadé que si on met aujourd'hui, vous connaissez le programme ITER, le projet ITER qui est construit à Cadarache, c'est la France qui l'héberge, c'est un projet international. Il y a les Chinois, les Américains, les Japonais, pratiquement tous les pays du monde et l'Europe sont partenaires. C'est qu'une question de moyens. Si on met aujourd'hui le budget qu'il faut, dans 50 ans, on aura un démonstrateur. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Peut-être pas. Pourquoi. Et je connais un peu à l'intérieur ITER comment ça se passe. Parce que je connais les gens qui travaillent chez ITER. Ça ne marchera jamais parce que c'est un programme géré par la Commission européenne et malheureusement pas par la France. Et tout ce qui est géré par la Commission européenne se transforme en déchets. Et donc c'est un vrai problème. Et je sais à l'intérieur qu'il y a des problèmes gravissimes qui sont liés à la mauvaise gestion de la Commission européenne. Je vous en laisse la responsabilité. Mais tout à fait. il faut savoir que ITER, déjà, le budget initial qu'on avait prévu, nous, quand on préparait ITER dans les années 90, il a été divisé par 2. Donc si on divise chaque fois le budget par 2, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ce sera peut-être dans 100 ans. Mais on est sûr qu'on y arrivera. C'est qu'une question de moyens. Les technologies existent. Et de volonté politique. Et de volonté politique internationale. Parce qu'on n'est pas capable de faire une petite expérience de fusion froide ou chaude sur une paillasse de laboratoire. Il faut une taille critique, il faut un gros engin qui sera de l'ordre d'un réacteur de 1000 MW. Mais pour moi, il n'y a aucune impossibilité. On sait que ça existe. On ne part pas d'une page blanche. Et ben on va rester sur cet optimisme, même si c'est vrai que ça fait un petit peu loin et que les problèmes sont peut-être plus proches que ça. Mais en tout cas, c'est une solution qui peut être intéressante. Et là, on va s'intéresser à ce qui a un petit peu animé nos débats jusqu'à maintenant. Je me tourne vers Philippe Murer, puisque dans votre livre, vous évoquez de manière répétée le potentiel de l'hydrogène. Pour vous, c'est en fait l'énergie de demain. Oui, l'obligation même de l'hydrogène. Je vais vous dire pourquoi. Et là, on parle de technique, mais aussi d'économie. Moi, je ne vois pas comment on pourrait avoir un système électrique qui fonctionne, c'est-à-dire que tout marche à l'électricité. Aujourd'hui, la France consomme, pour faire simple, la moitié de son énergie en électricité, donc presque décarbonée complètement, et l'autre moitié en pétrole et en fossile. Imaginons qu'on veut tout mettre sous forme d'électricité. Le quart en électricité. Non, parce qu'en fait, il y a le problème d'énergie primaire, secondaire, d'efficacité. Parlant d'énergie finale, c'est le quart. 27%. Oui, mais c'est pas la bonne mesure. Parce qu'il y a le problème d'énergie primaire, secondaire. Si vous voulez, quand vous avez un litre d'essence, il ne faut pas le comparer à l'équivalent en énergie d'un litre d'électricité. Parce que derrière, votre électricité dans le moteur aura 90% de rendement, le rendement du moteur électrique, alors que le rendement du moteur essence, c'est un tiers. Donc en fait, c'est pas le quart, c'est la moitié qu'il faut comparer. Ça, j'en suis certain. J'ai fait les calculs et j'ai bossé dessus, c'est la moitié. On pourra en parler aussi. On pourra en reparler aussi. Bon, en tout cas, il n'y a pas de différence non plus. Non. Voilà. Non, il n'y a pas de différence. En tout cas, si on veut avoir que de l'électricité, quel problème va-t-on avoir ? C'est-à-dire qu'en fait, ça va être très compliqué d'avoir... il faudra que la production et la consommation soient exactement la même au même moment. Et ça, c'est pas simple. Parce qu'il y a des moments où les gens vont consommer beaucoup d'électricité, d'autres moments peu. Donc ça va être très complexe à équilibrer. De la même manière, par exemple, si vous êtes sur l'autoroute des vacances et que vous avez une voiture électrique, il va falloir, tout le monde va brancher sa prise au même moment pour se recharger, pour faire les 1000 km qu'il va le faire en voiture, par exemple. Et bien à ce moment-là, ça va faire péter le réseau électrique, ou en tout cas, on va vous dire, vous n'allez pas dire, attendez 3 heures que le réseau électrique se recharge, qu'il y a assez de place sur le réseau électrique, et qu'on va faire un incroyable embouteillage. On peut avoir plein de problèmes. Donc moi, je pense qu'il faut un vecteur de stockage. Et l'énergie, ça tourne bien aujourd'hui, l'économie, parce qu'on a aussi un vecteur de stockage très pratique, qui est l'essence. Ça, c'est fondamental. En plus, il est très difficile... Quand vous dites ça pour l'essence, c'est parce que c'est facile à stocker, facile à transporter. Facile à stocker, à transporter, etc. Mais facile à stocker dans un litre d'essence, c'est très simple, quoi. Effectivement. Et donc, pour moi, c'est fondamental. Et les batteries, c'est quelque chose de pas très efficace en stockage. Vous voyez, vous avez besoin de quelques kilos d'hydrogène pour une voiture à hydrogène. Par contre, vous avez besoin de quelques centaines de kilos de batterie.
Exact. Et si vous voulez stocker 2 jours d'électricité en hiver, en France, l'Académie des sciences a montré qu'il faudrait 7 fois la production mondiale de lithium. Donc stocker l'électricité est impossible en masse, complètement. Alors cet hydrogène, on peut le fabriquer, et on sait le fabriquer. Alors il y a la voie que dit monsieur, puis il y a une autre voie qui est le fait de le fabriquer, on sait le faire aujourd'hui, c'est des électrolyseurs qui sont sur le marché, c'est pas des prototypes, on sait faire des électrolyseurs. Vous prenez de l'eau, de l'électricité qui est faite sans CO2, donc soit nucléaire, soit éolien, soit solaire, et vous faites passer cette électricité dans l'eau dans un circuit, et vous récupérez de l'hydrogène et de l'oxygène. Et vous êtes capable de le faire un tout petit peu plus cher qu'avec du gaz, mais à des prix très raisonnables. Votre collier d'hydrogène, vous êtes capable de le faire à 5 € le kilo, ou 6 € qui sera dans la station-service. Donc c'est très important. Je me permets juste, ces chiffres-là vous paraissent... En série, aujourd'hui, on est plus à 10 € le kilo, parce qu'on en produit très peu. Si on le fait en série de façon... Et là, je cite des études du CNRS, des études de différentes personnes qui montrent qu'on peut arriver facilement à 5-6 € le kilo. Alors, 5-6 €, ce sera 4 fois plus que le prix actuel, et on le produit à 1,5 €. Oui, mais on s'en fout. Mais ça produit énormément de CO2 Mais on s'en fout, aujourd'hui. parce que c'est à partir du gaz qui n'est pas renouvelable. Voilà, parce qu'en fait, il ne faut pas être dans l'ultralibéralisme. C'est peu important, cela. En plus, c'est 5 € qui arrivent à la pompe. C'est pas, le coût de fabrication, il est moins cher que cela. Derrière, pour l'automobiliste, déjà, c'est très simple. Vous mettez votre voiture à hydrogène, vous rechargez votre réservoir en 5 minutes. Oui, c'est comme de l'essence. C'est comme de l'essence. En fait, voilà. C'est sous forme de liquide, l'hydrogène ? C'est sous forme oui, c'est sous forme soit de liquide, soit d'hydrogène à haute pression à 350 ou 700 bars. Après, derrière, en termes de prix, donc, si vous utilisez une Toyota Mirai, qui est une voiture qui existe depuis 7-8 ans, en fait, et qui a été renouvelée récemment par Toyota, en fait, vous avez besoin d'1 kg d'hydrogène pour faire 100 km. Donc ça veut dire que ça vous coûte à 5 €, ça vous fait 5 € pour faire 100 km. Donc on est sur le même prix de l'énergie que 3 ou 4 litres d'essence pour faire 100 km. D'ailleurs, les voitures sont souvent plus que 3 ou 4 litres d'essence. Ouais. L'essence étant taxée et pas l'hydrogène. Donc il y a cette petite différence. Et donc tout ça est formidable et extraordinaire. Et c'est la voie de demain, beaucoup plus que les voitures électriques, qui posaient problème. En plus, il faut mettre quelques centaines de kilos de batterie, donc c'est pas du tout efficient. Alors, le seul problème en France, ça serait formidable. Moi, les patrons d'EDF, quand je leur ai parlé de ça, certains patrons d'EDF, ils m'ont dit, mais c'est génial, parce qu'on a de l'énergie inutilisée. Toute l'énergie nucléaire qui n'est pas utilisée. Parce que les centrales ne sont pas à 100% tout le temps, parce que, en fait, on n'en a pas besoin. De temps en temps, on baisse le niveau des centrales nucléaires. La nuit, elles ne sont pas à 100% non plus. L'énergie de Fessenheim, par exemple. Voilà, et l'énergie de Fessenheim. Mais même aujourd'hui, même sans Fessenheim, on n'est pas à 100% d'utilisation. Il y a au moins 10% d'électricité. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on demande au nucléaire de s'adapter au solaire et à l'éolien. Mais même la nuit, on n'a pas besoin de tant d'électricité que ça. Non, mais le 8 janvier, quand on a failli avoir un blackout européen, la France importait 7000 MW, l'équivalent de 7 réacteurs nucléaires. Je suis d'accord. Donc je dirais pas qu'on en a trop. Non, ce que je dis, c'est qu'il y a plein de moments la nuit où, en fait, le nucléaire est sous-utilisé. Oui, et il est donc gratuit. C'est là ça veut dire que, attention, je vais continuer. Il est quasiment gratuit. Vous pourrez répondre. Il est quasiment gratuit, puisque, en fait, une source centrale nucléaire, qu'elle tourne à 60% de capacité ou 100%, c'est le même prix. C'est à peu de choses près. Donc, c'est de l'électricité quasiment gratuite pour produire de l'hydrogène et qui est disponible dès aujourd'hui en France. Donc la France peut aller très vite sur la technologie de l'hydrogène. Il manque une dernière chose. Alors effectivement, ceux qui disent on est contre l'hydrogène me disent il n'y a pas assez de rendement. Bon, c'est mieux avec l'électricité. Oui, mais avec l'électricité, on ne peut pas faire parce que les batteries nous posent des problèmes majeurs, etc. Et l'hydrogène permet d'harmoniser le système et d'avoir un vecteur de stockage, donc d'être dans une situation de prudence, d'avoir du stockage. C'est vrai que l'hydrogène, quand vous avez tout le cycle dans une voiture à hydrogène, entre la production d'hydrogène et le retour en électricité, vous avez 36% de rendement. Mais alors les gens, moi je les comprends pas, parce que ça fait 50 ans, 100 ans qu'on utilise le pétrole avec 35% de rendement. Ils n'ont jamais vu de problème, mais pour l'hydrogène, ils ont un problème. En fait, ils ont un problème d'idées préconçues sur le sujet. C'est là-dessus que j'ai toujours répondu. Dernière chose, il reste qu'un seul problème pour l'hydrogène, et qui est simple à résoudre. Le problème, c'est le coût de la voiture à pile à combustible. Il faut savoir qu'il y a des trains à pile à combustible qui roulent, à hydrogène qui roulent en Allemagne, qui sont des trains français. Donc on est capable de faire des trains, des avions à hydrogène dans 15 ans, tous les transports à hydrogène. Le coût de la voiture à combustible, de la Toyota Mirai qui est la plus avancée, c'est 60 000 €. Il y a des Hyundai, il y a des Honda, il y a aussi des Peugeot qui vont sortir, puisque le patron de Peugeot pense que c'est beaucoup plus intéressant que l'électrique. Et d'autres voitures, tout le monde va se mettre à l'hydrogène. Maintenant, il y a deux possibilités.
Soit on fait la même bêtise qu'avec les voitures électriques, c'est-à-dire qu'on attend 30 ans, que par le marché et 2-3 subventions, on arrive à la baisse des prix. C'est ce qu'on a fait sur l'électricité. De toute façon, on a dit le marché est roi et il va nous faire baisser le prix. Bah oui, il a fallu attendre 30 ans. On n'a pas 30 ans à attendre sur l'hydrogène. Donc ce qu'on peut faire, c'est avec l'État stratège, imposer une production en série rapide, à un moment déterminé pour faire baisser les prix massivement et les rendre équivalents. Donc, et de quelle manière concrètement? C'est très simple. Les habitants des grandes villes se plaignent de la pollution et sont les plus écolos. On va dire dans toutes les grandes villes de France, avec l'État, les constructeurs, on va discuter et on va trouver une date butoir. Et on va dire, voilà, dans 5 ou 7 ans, on veut des voitures à... Tous les gens qui achètent des voitures neuves achètent des voitures à hydrogène quand ils sont dans les grandes villes. Les voitures neuves, je dis bien. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez immédiatement avec une production de masse. Bien sûr, vous aurez fait une période de transition et de montée en puissance, mais là, vous faites une production de masse et vous amenez immédiatement le prix de la pile à combustible au prix équivalent des voitures classiques. Vous pouvez ensuite le généraliser en France quand vous avez obtenu ce TEF-là, puis dans tous les modes de transport si vous en avez envie. Donc voilà, on a un système qui est potentiel très intéressant à mettre en place. La Chine veut avoir une économie d'hydrogène, le Japon parle d'économie d'hydrogène, et on peut le faire, et la France est très forte quand elle veut mettre en place l'État stratège. Bon, il ne faut pas des roues au plan, évidemment. Alors, on a un plan très ambitieux de la part de Philippe Murer, et on a l'impression de l'entendre que l'hydrogène, même si vous avez beaucoup de nuances, évidemment, je ne vais pas caricaturer, mais que c'est un peu une solution miracle. Qu'est-ce que vous en pensez, là, de cet exposé? Oui, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses, et notamment sur le prérequis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir à l'hydrogène parce que ça permet de justifier les capteurs photovoltaïques et l'éolien. Je suis d'accord avec vous. Si on revient sur les raisons qui sont en amont de tout ça, donc vous disiez que l'électricité, on n'était pas d'accord sur 1,5, 25%, 50%, mais peu importe, regardons le CO2 émis. Aujourd'hui, dans ce pays, la France, l'électricité est responsable de 5% des émissions de CO2. L'essentiel, ça vient, comme vous l'avez dit, du transport, donc des voitures, et du chauffage domestique et aussi du chauffage industriel. On n'en parle pas souvent, mais les procédés industriels, c'est souvent aussi du chauffage. Donc c'est ça qu'il faut résoudre si on veut résoudre le problème du changement climatique. Tout à fait d'accord. Et la France est très bien placée puisqu'on a déjà résolu le problème de l'électricité. Tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on se dit ça, le transport, comment résoudre le problème du transport en éliminant les hydrocarbures? Eh bien, l'hydrogène, c'est la première idée qu'on a. Et je signale quand même que la pile à combustible, parce qu'on a eu donc à Areva une filiale qui s'appelait Elion, qui développait des piles à combustible. Ouais, j'ai vu ça. On a fait faillite parce qu'il n'y a pas de marché. Et on a aussi développé des électrolyseurs, donc je connais bien le sujet. Je me permets juste, mais en fait, l'électrolyseur permet de transformer l'électricité en hydrogène, et la pile à combustible transforme l'hydrogène en électricité, donc permet d'alimenter la voiture. D'alimenter la voiture électrique. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la pile à combustible, c'est pas le seul moyen d'utiliser l'hydrogène. Il y en a plein d'autres. Pour ce qui est de la voiture, BMW a testé une voiture à combustion, à explosion, à hydrogène. Oui, ça existe. C'est plutôt la pile à combustible qui a l'air de tenir la vedette. Pourquoi? Parce qu'on est parti sur les voitures électriques. Donc aujourd'hui, on se dit l'hydrogène qu'on produit en été avec des capteurs solaires, on peut l'utiliser en hiver sur des piles à combustible pour faire marcher des voitures. C'est pas la seule utilisation. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y aura une industrie de l'hydrogène. Ce que je voudrais dire en préalable, c'est qu'il faut savoir que l'hydrogène, c'est pas une source d'énergie. Ah oui. Comme l'électricité, ce n'est qu'un vecteur. C'est pas une source qu'on trouve dans la nature. Il n'y a pas d'hydrogène natif dans la nature. Donc, il faut la fabriquer. Et comme vous l'avez dit, mais je vais quand même enfoncer le clou parce que c'est là qu'il y a une erreur de raisonnement, à mon avis. Pour fabriquer de l'hydrogène, par électrolyse. D'abord, ce ne sera probablement pas l'électrolyse en milieu aqueux, ce sera aujourd'hui ce qui est le plus efficace parce qu'on court après le rendement. Ce sera des électrolytes solides, des céramiques. Bref, il y a un programme au CEA actuellement qui est Moi, je parlais de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Voilà, ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais dans tous les cas, entre les kilowattheures qu'on va consommer pour produire de l'hydrogène et cet hydrogène dans un réservoir à 700 bars dans une voiture, on va perdre à peu près 50% ou 60% de rendement, déjà. Ça veut dire qu'il faudra consommer 2 kWh pour produire, pour stocker 1 kWh d'hydrogène. Ensuite, il faut passer du réservoir à la roue, et là, on perd encore un rendement 50% dans les meilleures perspectives qu'on ait aujourd'hui dans l'état de l'art de la recherche qu'on connaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra de toute façon dépenser au moins 3 kWh électriques pour produire l'équivalent d'1 kWh d'hydrogène. Donc, on se dit, il ne faut peut-être pas aller trop vite, parce que si on peut utiliser directement l'électricité dans la voiture, eh ben c'est gagné. Sauf qu'on ne peut pas. On ne peut pas à cause de ce que vous avez cité, et vous avez tout à fait raison, on ne peut pas
aujourd'hui développer massivement le stockage d'électricité dans des batteries au lithium parce que, comme vous l'avez très bien dit, les 2 TWh nécessaires, par exemple, pour un pays comme la France, pour stocker 2 jours, ne serait-ce que 2 jours de consommation nationale d'énergie en hiver, quand il n'y a pas de soleil et quand il n'y a pas de vent, et ben ça demande 300 000 tonnes de lithium et la production mondiale de lithium aujourd'hui, c'est 40 000 tonnes. Voilà. Donc, il faut oublier. Mais moi, je crois à l'hydrogène. On verra demain, pourquoi en fait. Oui, mais il y aura aussi d'autres. Parce que moi, je suis d'accord qu'on peut attendre demain et faire des projections de chercheurs. Mais moi, je parle de politique économique et de faire les choses. Et je suis d'accord avec vous, je vous dirai pourquoi. Et on ne sait pas si on fera des batteries. Il y aura des voitures à hydrogène, à explosion ou à pile à combustible, mais il faut utiliser l'hydrogène aussi ailleurs pour remplacer le gaz naturel. La plaie, aujourd'hui, on est en train d'encourager le gaz naturel partout. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a dans nos fleurons français Engie, on se dit on ne peut pas le tuer tout de suite, mais il faudra bien que Engie meure et que les gaziers meurent. Aujourd'hui, que fait l'Allemagne pour arriver à arrêter ses réacteurs nucléaires? C'est favoriser cette fameuse fourniture de gaz russe avec le Nord Stream 2 que les Américains critiquent, qu'on devrait critiquer aussi. C'est quand même pas normal qu'un pays comme l'Allemagne, qui est devenu le plus gros pollueur européen, base son avenir aujourd'hui sur une fourniture de gaz russe. Le gaz, c'est aussi, ça émet peut-être 2 fois moins de CO2 que le charbon, mais ça en émet 100 fois plus que les kilowattheures décarbonés nucléaires ou hydrauliques ou ceux qu'on produit en France. Ouais. Donc l'hydrogène, d'accord, j'y crois, mais il faut savoir que ça coûtera cher. Et il y aura d'autres applications probablement plus intéressantes de l'hydrogène. C'est par exemple en injecter 5 ou 10% dans le réseau de gaz naturel à la place du méthane, qui aujourd'hui est un producteur de CO2. Je suis parfaitement d'accord. C'est aussi une autre voie, effectivement. Ça se fait en Suisse déjà. Il y a aussi d'autres sujets, mais après, parce que c'est le problème du chauffage, c'est déjà l'isolation. Avoir des taux zéro pour tout le monde. Tout le monde, entreprises, ménages, État, avec la Banque de France qui nous aide à avoir des taux zéro à 20 ans pour que les gens puissent s'isoler, qu'ils comprennent les subventions, parce que là, il y a un maquis, personne n'y comprend rien, et c'est par incapacité gouvernementale. On a des gens revient toujours un petit peu. Mais on a des gens qui sont nuls au pouvoir. Personne, je vous défie de trouver quelqu'un qui vous explique le maquis des subventions pour isoler votre maison. Or, quelque chose qui est viral, c'est un truc qui est simple. Donc, des taux zéro pour que les gens fassent des travaux avec un certificateur labellisé par l'État pour que les travaux soient bien faits, avec des responsabilités des entreprises qui travaillent et le fait que vos économies d'énergie soient payées, en fait, permettent de payer vos emprunts qui sont à taux zéro. Voilà, là, on est dans des choses intéressantes. Et le chauffage, à ce moment-là, peut aller sur des pompes à chaleur. Pareil qu'on des garanties de 9 ans ou de 10 ans. Parce qu'en fait, là, on laisse les constructeurs faire n'importe quoi. C'est ça le libéralisme. C'est laisser tout le monde faire n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord sur les... C'est-à-dire que les pompes à chaleur, aujourd'hui, les gens qui les installent, moi j'ai réfléchi à en installer une dans la maison que j'ai. Eh bien, les pompes à chaleur, en fait, vous vous rendez compte que les gens, ils disent, mais c'est la catastrophe pour plein de gens, si vous la choisissez mal. Parce que elles sont mal installées. Et parce que les constructeurs vous font pas forcément des grandes durées de vie, de garantie. Or, désolé, c'est pas au constructeur de dire la durée de garantie des piles à combustible. C'est à l'État, notre représentant, de dire voilà, nous on vous garantit, on vous donne un peu d'argent de subvention pour les pompes à chaleur, mais seulement sur celles qui ont donné 10 ans de garantie. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Encore et parce que les gens, les pompes à chaleur ne marchent pas, ça marche pas si bien que ça, alors que c'est un truc franchement intéressant, parce qu'en fait, les gens se retrouvent avec des problèmes parce qu'elles sont pas assez fiables, parce que les constructeurs n'ont pas d'incitation à faire des pompes à chaleur. Donc là fiables. encore de l'incitation. Une simple règle écrite suffit à changer les choses. Très bien. Je vais juste réagir. Pour réagir et après on va conclure parce qu'on est déjà. Je suis entièrement d'accord sur les pompes à chaleur. Je suis moins d'accord sur l'isolation, parce que je dis ça c'est un raisonnement, les prêts à taux zéro bien sûr, il faut isoler les maisons, mais ça c'est un raisonnement d'économistes. Tout à fait. Et le raisonnement de scientifique, en tout cas le mien, c'est pas celui-là, parce que en isolant une maison au mieux que vous pourrez, en isolant les combles, les murs par l'extérieur, etc., vous allez peut-être diviser votre facture par 2 et diviser par 2 vos émissions de CO2. Si vous remplacez par contre votre chauffage au gaz ou au fioul par du chauffage électrique, aujourd'hui tout le monde tire à boulet rouge sur le chauffage électrique, mais vous allez passer d'un chauffage au gaz qui émet 300 grammes de CO2 par kilowattheure à un chauffage électrique qui en émet que 4 dans ce pays. Ou alors vous allez diviser par 100 qui émet encore 2 fois et moins. une pompe à chaleur c'est encore mieux. Donc moi je dis plutôt que de mettre de l'argent dans l'isolation, d'abord il faut le faire, mais il faut d'abord faire arrêter tous les chauffages au gaz et les chauffages au fioul qui ont été favorisés par la RT 2012 malheureusement. Alors vous avez raison, mais en même temps, si c'est mal isolé, ça produit des pics de consommation trop importants. Je parle de priorité. Voilà. Je parle de priorité. Bon, tout à fait. Vous êtes d'accord sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, et c'est très enrichissant. Juste pour conclure, un mot de conclusion très rapide. Donc je vais me tourner vers vous, Jean-Luc Salanave.
l'énergie du futur, on a un petit peu balayé. Est-ce que vous avez en un mot l'énergie de demain pour vous, c'est quoi tout simplement? Pour conclure cette émission. Si je devais en citer, il y a beaucoup d'énergie dont on n'a pas parlé. Moi, je crois beaucoup au solaire thermique, à la géothermie. Mais bon, si on doit parler que d'une seule énergie, moi, à l'évidence, moi j'ai des enfants et des petits-enfants, et je suis convaincu d'une chose, c'est que demain, l'humanité sera essentiellement alimentée à partir du nucléaire. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, nous, petits terriens au milieu de l'univers, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie la plus concentrée, la plus répandue dans l'univers. Alors c'est vrai qu'il y a aussi la gravitation, vous me direz, mais la gravitation, c'est ce qui permet de créer le vent et de faire tourner les éoliennes, c'est aussi ce qui permet de faire l'hydraulique, mais il n'y a rien d'équivalent à l'énergie nucléaire, il n'y a rien qui vous permette de produire la quantité d'électricité dont a besoin un Français ou un Américain ou un Chinois moyen dans une année, avec simplement un gramme d'uranium-235 ou demain d'uranium-233 issu du thorium. Donc pour moi, il n'y a pas... Il y aura des modes, on va continuer à faire des caprices, et moi aussi j'ai rêvé de solaire et de photovoltaïque, mais ça c'est des caprices de pays riches. Je pense qu'à la fin du compte, il faudra bien se rendre à l'évidence que la seule énergie non intermittente qui évite le stockage, qui évite de piller les ressources naturelles en lithium ou en autres matières difficiles à trouver et en tout cas rares, c'est l'uranium, parce que l'uranium n'a suffisamment, comme on l'a dit, avec les réacteurs de génération 4, pour alimenter les besoins de l'humanité pendant des milliers d'années. On aura le temps déjà de régler le problème du changement climatique et de mettre au point la fusion, qui sera l'étape suivante, c'est vrai, mais qui ne sera pas une révolution, ce sera encore une autre forme de nucléaire. Donc pour vous, c'est donc le nucléaire de demain, de 4e génération, qui permettra d'aller jusque... Vous, c'est votre avis, mais ce qui peut se c'est pas mon avis, c'est partagé sans doute par beaucoup d'autres personnes. C'est un fait scientifique et c'est un fait naturel, quoi. Si vous regardez dans la nature, c'est l'énergie la seule qui a un avenir. Bon, c'est bien noté. Philippe Murer, vous, de votre côté, si vous deviez retenir une seule chose de cette discussion. Effectivement, pareil pour l'énergie du futur. Je vais répondre sur la même question, parce que oui, nucléaire, oui à de l'éolien et du solaire aussi, avec le couple hydrogène. Après, ce que je dois retenir de cette discussion, c'est que de toute manière, tout ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Pour quelles raisons? Tout ça, je l'ai chiffré dans mon bouquin, et je l'avais chiffré dans le bouquin précédent, la transition énergétique, c'est 1 500 milliards d'euros. Aucun acteur privé n'a le niveau d'investissement pour se passer complètement de pétrole et de gaz. Aucun acteur privé n'a les moyens pour commencer à imaginer faire cela. Prendre un endettement de ce niveau-là sur 20 ans. Même pour l'État, ça commence à être gros. Donc il nous faut la Banque de France. Au lieu de balancer de l'argent pour les traders, truc qui n'intéresse pas du tout. On a mis 2 000 milliards d'euros l'année dernière, les gens ne le savent pas, de la BCE dans les marchés financiers, de création de monnaie de planche à billets. Qu'on fasse un peu de planche à billets pour mettre en place les énergies de demain, la transition énergétique et donc notre survie à demain et éviter l'effondrement énergétique. Il faut aussi du protectionnisme parce que si on achète 1 500 milliards d'euros aux Chinois, aux Allemands d'investissement, on va juste se ruiner, on va avoir un déficit commercial et une dette massive. Donc économiquement, là, c'est pas techniquement, il faut absolument un Frexit écologique. Sans Frexit, il n'y a pas d'écologie qui tienne au niveau de l'Union européenne et d'ailleurs on le voit depuis 20 ans, il ne se passe rien d'intéressant sur l'écologie dans l'Union européenne. Donc c'est donc finalement une vision politique pour finalement l'énergie du futur. Mais c'est ma vision personnelle. Voilà, oui, complètement, mais ça s'entend et il n'y a pas de souci avec ça. Alors merci Philippe Murer. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Salanave pour ce qui n'était pas du tout un débat stérile, mais au contraire un échange, je l'espère, enrichissant. Le sujet évidemment très loin d'être clos, mais je ne doute pas que vos avis et vos analyses auront été précieux pour les auditeurs de TV Liberté. Je m'adresse donc à eux pour conclure cette émission. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à diffuser au maximum autour de vous cette émission, à vous abonner à la chaîne YouTube de TV Liberté. Messieurs, je vous remercie encore pour vos propos très enrichissants. Et je dis à tous nos téléspectateurs qu'on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Dessous de la Science avec Florian Janin, bien entendu. À bientôt.